Denis Charbit, bonjour Bokertov. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin pour essayer de nous expliquer un peu un développement qui est intervenu et qui nécessite, on va dire, une certaine expertise, même en matière historique, puisque ça remonte à pas mal de temps. On a parlé après une déclaration de Mahmoud Abbas, et Mahmoud Abbas, en fait, qui a affirmé que les Américains lui avaient proposé d'instaurer comme règlement du conflit israélo-palestinien, une confédération jordano-palestinienne. Alors, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, la dernière fois que l'on a parlé de confédération jordano-palestinienne, cela devait remonter à une trentaine d'années, donc les plus jeunes parmi nous ne se souviennent pas de quoi il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il lorsque l'on a parlé de confédération jordano-palestinienne? Faites-nous un petit rappel historique. Alors, effectivement, il faut bien savoir que même avant la création de l'État d'Israël, on s'est beaucoup posé de questions sur le type de solution à apporter. On pense toujours en général que c'était un État ou deux États, alors que parfois on a proposé des fédérations, des confédérations, et c'est vrai que d'une certaine manière, le plan de partage de 1947 a déterminé que ça pouvait être ou un État binational ou bien deux États, et comme vous le savez, la décision a été celle de l'État binational. De l'État de deux États, un État de Palestine et un État d'Israël, celui qui a été finalement créé. Et puis, on n'en a plus jamais parlé. C'est-à-dire qu'il y avait même à l'époque, à l'origine, peut-être même avant la création de l'État d'Israël, une possibilité que l'État arabe qui devait être dans le plan de partage soit relié à la Jordanie, on va dire, plus ancienne, dans le cadre d'une confédération ? Effectivement, Abdallah avait proposé effectivement de tout englober sous son autorité. Donc c'est vrai qu'il y a eu toujours beaucoup de propositions, mais c'est vrai que c'est après la guerre de 67 que d'une certaine manière ces projets sont redevenus d'actualité, pas pour très longtemps, mais c'est vrai que dans le cadre d'une restitution territoriale à la Jordanie, on estimait qu'il était possible, il était concevable pour donner un petit peu de substance à un nationalisme palestinien qui venait de naître, de créer non pas une Jordanie comme elle avait été entre 1949 jusqu'à 1967, mais quelque chose qui serait de l'ordre d'une fédération, d'une confédération jordano-palestinienne. Alors, concrètement, quels ont été les projets qui se sont développés? Qui était pour, qui était contre un tel projet? Et quels étaient les intérêts, par exemple, des différentes parties? Est-ce que les Israéliens d'emblée étaient favorables à une telle confédération? Est-ce que la Jordanie était favorable? Et que pensaient les Palestiniens? Alors, la Jordanie, pendant au moins une vingtaine d'années, de 67 à 87, avait été désignée par Israël comme l'interlocuteur avec lequel on négocierait pour établir la paix fondée sur le principe du compromis territorial. C'est-à-dire qu'Israël aurait... Israël ne voulait pas négocier directement avec l'OLP. Exactement, l'OLP qui avait été créé en 1964 était encore dans une logique de destruction de l'État d'Israël. C'était comment dirais-je, il n'était pas considéré comme un interlocuteur possible tant qu'il prônait la destruction d'Israël. Et puis il faut dire également que dans le monde, l'OLP n'avait pas l'autorité qu'il a commencé à prendre, on va dire, au milieu des années 70 et au début des années 80, et bien entendu avec Oslo dans les années 90. Et donc, la Jordanie n'y était pas hostile, si ce n'est que tout cela était vrai de son point de vue, tant que ce nationalisme palestinien était relativement à petit feu, peu populaire, etc. À partir du moment où le nationalisme palestinien a concurrencé le nationalisme jordanien, ou la prétention de la Jordanie à de nouveau s'établir en Cisjordanie, les Jordaniens ont non seulement commencé à considérer avec beaucoup de froideur toute tentative de récupérer leur autorité. À un moment, en 1988, ils ont clairement déclaré qu'ils n'avaient plus d'ambition territoriale sur la Cisjordanie, et donc du coup, toute perspective de confédération jordano-palestinienne leur est apparue comme quelque chose de redoutable, parce qu'ils craignent devant ce qu'ils
considère comme étant une sorte de radicalisme du nationalisme palestinien. N'oubliez pas qu'une partie des Palestiniens réfugiés habitent en Jordanie, donc ce nationalisme palestinien pourrait également, en quelque sorte, ressurgir. S'étendre au-delà du Jourdain. Et donc, du coup, les Jordaniens, depuis 1988, premièrement, ne réclament plus ouvertement, officiellement, le contrôle de la Cisjordanie, quand bien même une grande partie des Palestiniens étaient jusqu'il y a peu des citoyens jordaniens. Et même dans le cadre où demain un État palestinien serait créé, la proposition ou le projet d'établir entre les deux États souverains une confédération, ils la rejettent totalement. Et d'ailleurs, moins de 24 heures après la déclaration de Mahmoud Abbas que vous avez citée, il y a un communiqué qui a été publié pour dire qu'ils ne mangent pas de ce pain-là, ils ne veulent pas d'une confédération jordano-palestinienne. Et je pense que la raison principale, c'est que il n'y a pas de Jordaniens en Cisjordanie, il y a des Palestiniens de l'autre côté du Jourdain, et donc ça pourrait conduire à moyen terme ou à long terme à une domination de la composante palestinienne sur la composante jordanienne, et donc du coup ils ne veulent pas être mêlés à cela, et donc même l'idée de pouvoir avoir un territoire qui s'étendrait au-delà du Jourdain, donc en Cisjordanie, ça ne les intéresse pas compte tenu des inconvénients qu'ils auraient en intégrant cette population palestinienne sur lesquels ils ont des doutes. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne... Alors Denis, la question que l'on se pose, c'est pourquoi les Américains ont remis sur le tapis cette proposition, ils l'ont dépoussiérée, on peut dire, et ils l'ont remis sur le tapis. Quel était leur intérêt? Quel est leur intérêt? Et aussi, quelle est la position d'Israël par rapport à une éventuelle configuration comme celle-là, une confédération jordano-palestinienne, dans l'hypothèse où celle-ci pourrait se créer? Alors, je pense que les Américains ont compris quelque chose, et je pense que c'est pas simplement depuis l'administration Trump, mais je pense qu'ils ont saisi ce que tout le monde devrait comprendre lorsqu'on parle d'une tentative de règlement du conflit, c'est ce principe d'airain qu'est l'exiguïté du territoire. La Palestine ou le Grand Israël, ce n'est rien de plus que 25 000 km². Et si on fait deux États, comme Oslo en était en tout cas la logique, même si cela n'a pas abouti, eh ben c'est deux États, l'un sur environ 20 000 km², l'État d'Israël, et la Palestine 5 000 km². Et ça, je pense que, encore une fois, tout observateur de la situation comprend que pour les Palestiniens, s'il n'y a pas, si vous voulez, cette exaltation à dire on veut un État à côté d'Israël, entre l'État d'Israël et la Jordanie, eh ben c'est parce qu'au final, la superficie de ce territoire, ce n'est rien moins que 5500 km², même en y incluant la bande de Gaza qui fait à peine 350 km². Et donc, dans la mesure où la population palestinienne n'est pas de 500 000, 1 million, 1,5 million de personnes, en quel cas, on peut effectivement établir des États avec des petites populations sur une superficie équivalente. Il y a, dit-on, à peu près 4 millions, 5 millions. Alors on imagine bien que les 5 millions de Palestiniens répandus dans le monde ne vont pas venir aussitôt dans cet État palestinien, mais il est évident que la promiscuité de cet État explique peut-être d'ailleurs entre autres pourquoi c'est aussi difficile pour les Palestiniens de le vouloir. Et donc du coup, l'idée d'une confédération jordano-palestinienne, c'est un moyen de dire aux Palestiniens, vous ne serez plus dans un État confetti, vous ne serez plus dans un État en mouchoir de poche, coincé entre un État d'Israël très puissant et un État jordanien qui n'est peut-être pas très puissant, mais qui a énormément de territoire. Et donc, cette idée d'associer la Jordanie à la Palestine, c'est un moyen de dire aux Palestiniens, eh bien, vous aurez, au-delà de l'Interland, donc les 5000 kilomètres de la patrie palestinienne, vous aurez un peu plus de marge parce que ce qu'il y a au-delà du Jourdain, eh bien, est aussi une opportunité qui vous sera ouverte. Et je crois que c'est cette dimension-là que comprend
que comprend l'administration américaine et qui a, on va dire, fait voilà À votre avis, ils le comprennent parce qu'ils ont été suscités par les Israéliens, par on va dire Binyamin Netanyahou, parce que ou alors est-ce que cela veut dire que c'est aussi l'avis des Israéliens qui s'exprime à travers cette idée de confédération, ou alors les Israéliens n'ont aucune raison de la souhaiter, de souhaiter une telle. Ah non, très bonne question, Daniel. Je pense que les Israéliens seraient ravis d'apprendre que demain, un État jordano-palestinien, enfin, peut-être pas le gouvernement Netanyahou, parce que ça obligerait donc à retourner, oui, à restituer la Cisjordanie, mais en tout cas... dans l'absolu. Voilà, dans l'absolu, voilà, exactement, on va dire dans l'absolu, l'idée que le nationalisme palestinien puisse être jugulé, ouais, maîtrisé, contrôlé, etc. Alors, il y en aura d'autres qui vous diront, évidemment, vous savez, c'est comme le nationalisme du Hamas et celui du Fatah, c'est le plus agressif qui va l'emporter, et qui vous diront, c'est la Jordanie qui perd la peau cassée. C'est en tout cas la réaction jordanienne. Donc, je pense que du côté israélien, si on laisse de côté la restitution de la Cisjordanie, qui bien sûr fait débat, on doit être, à mon avis, partagé entre ceux qui disent attention, la Jordanie va exploser, donc il vaut mieux pas aller vers cette confédération, mais là encore une fois, dans l'absolu, pour reprendre votre expression, certains diront c'est formidable, ça donnera d'abord, du coup, l'orientation économique sera plutôt du côté d'Amman, etc., et Gérard et d'autres villes, c'est-à-dire que on regardera pas simplement du côté d'Israël. L'avenir économique, faut regarder aussi une perspective économique qui intéresse toujours Donald Trump. L'avenir économique sera et du côté d'Israël, mais également il y aura des ponts ouverts vers Amman, et ça, pourquoi pas, dans le cadre d'un développement économique, c'est tout à fait souhaitable. Du côté israélien, pour compléter. Alors, il faut bien comprendre que la réponse d'Abbas a été très surprenante. Il a dit, j'ai pas exclu l'idée, à condition qu'il y ait une confédération israélo-jordano-palestinienne. Alors, pourquoi Mahmoud Abbas dit cela? Parce qu'il sait bien que le combat historique du mouvement national palestinien était la récupération de toute la Palestine. Il sait exactement, bien évidemment, que ça, sur le plan de la force, tant sur le plan de la force que sur le plan de la négociation, c'est hors de question. Israël n'a pas s'aborder pour réaliser l'objectif historique du mouvement national palestinien. Mais en revanche, qu'est-ce qui fait également que les Palestiniens, dans la solution de deux États, se montrent parfois très réservés? Certains ils disent qu'ils veulent deux États, mais en vérité, ils ne le veulent pas tout à fait. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à la fois à cause de l'exiguïté du territoire, on leur offre un territoire sur 5500 km². Oui. Bof, il n'y a pas de quoi être enthousiaste. Mais la deuxième raison, et les gens ne le savent pas, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, la deuxième raison pour laquelle les Palestiniens ne sont pas enthousiastes à l'idée de deux États, c'est qu'ils redoutent que le lendemain de la signature et du retrait israélien de toute la Cisjordanie, n'est-ce pas, eh bien, Israël ferme hermétiquement sa frontière. Et elles disent, ça y est, vous avez votre État palestinien, maintenant c'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous, vous ne rentrez plus chez nous. Et or, le seul moyen, je dirais ça, je pense que Mahmoud Abbas, c'est ce qu'il dit en disant je suis pour une confédération tripartite. Donc c'est l'ouverture des frontières. Voilà, c'est l'ouverture des frontières. Alors attention, alors bien sûr on peut interpréter ça, voilà, ils n'ont pas fini, ils voudront s'intégrer, ils voudront la citoyenneté. Non, en prenant, on va dire positivement ce qu'il entend par là, sans y voir le soupçon d'une sorte d'absorption de l'État d'Israël, ce qu'il entend par là, je dirais, c'est l'image qui me vient à l'idée, l'espace Schengen, c'est-à-dire les Allemands, ils sont pas français, les Français, ils sont pas allemands, mais ils peuvent circuler d'un endroit à l'autre, et à ce moment-là, ça permettrait d'abolir officiellement cette revendication du droit au retour. C'est-à-dire, si effectivement je vis à Naplouse, mais et les réfugiés du Liban, de Jordanie pourront s'établir à Ramallah ou dans les 5500 km² de la Cisjordanie, mais si on me laisse l'accès à la mer, pas pour y habiter, pas pour être un citoyen israélien, pas pour empêcher l'État juif de continuer son existence, mais uniquement pour... Eh bien, c'est une manière, je dirais, concrète de récupérer la patrie palestinienne sans pour autant menacer l'État d'Israël.
Oui, oui, effectivement, c'est C'est de la assez. fiction, hein, on est dans la Oui, fiction. on est un peu dans dans un scénario plutôt utopique et Optimiste. pas véritablement réaliste parce Alors, que Daniel, on voit pas le Hamas véritablement accepter ce genre de. non, bien entendu, mais en revanche, il y a en Israël une association qui, effectivement, milite pour une confédération. Alors, il ne parle pas tellement de la Jordanie, parce qu'ils savent que la Jordanie s'est opposée, mais en disant, écoutez, le seul moyen, ça permettrait aux gens des implantations de continuer de vivre dans les implantations, inversement, nous permettrions aux Palestiniens d'avoir l'accès, pas de s'y établir, pas de s'y installer, mais au moins d'avoir l'accès. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, la question territoriale, dont nous savons bien qu'elle est la pomme de discorde principale du conflit, elle est par ce biais-là résolue. Mais je suis bien d'accord que les utopies, ça reste aujourd'hui une utopie, mais vous savez, le sionisme au XIXe siècle aussi était une utopie. Eh bien, merci beaucoup, Denis Charbit. Vous nous avez bien expliqué et sur le plan historique donc les origines de cette idée de confédération et aujourd'hui les difficultés à la mettre en application aujourd'hui dans la conjoncture actuelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée et Shana Tova également. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause musicale tout de suite après la chronique d'Eliana Gurfinkel. Un jour, notre histoire.